Heidegger, le principe de raison. Le cours. Chapitre 9. De la physis à la raison pure. Nous fêtons aujourd'hui le 200e anniversaire de la naissance de Mozart. Il ne m'appartient pas de parler de son œuvre, de sa vie, de l'influence qu'elles ont exercée l'une sur l'autre. Donnons plutôt la parole à Mozart lui-même et demandons-lui de nous guider en ce moment sur notre chemin. Mozart écrit dans une lettre, cf. Extrait des lettres de Mozart dans Das Musikenband, première année, premier cahier, Mayence 1948. En voyage, par exemple, en voiture ou après un bon repas, en promenade ou la nuit, quand je ne puis dormir, c'est alors que les idées me viennent le mieux, qu'elles jaillissent en abondance. Celles qui me plaisent, je les garde en tête, et sans doute je les fredonne à part moi, à en croire du moins les autres personnes. Lorsque j'ai tout cela bien en tête, le reste vient vite, une chose après l'autre, je vois où tel fragment pourrait être utilisé pour faire une composition du tout, suivant les règles du contrepoint, les timbres des divers instruments, etc. Mon âme alors s'échauffe, du moins quand je ne suis pas dérangé. L'idée grandit, je la développe, tout vient de plus en plus clair, et le morceau est vraiment presque achevé dans ma tête, même s'il est long, de sorte que je puis ensuite, d'un seul regard, le voir en esprit, comme un beau tableau, une jolie personne. Je veux dire qu'en imaginant, je n'entends nullement les parties, les unes après les autres dans l'ombre, où elles devront se suivre. Je les entends toutes ensemble à la fois. Instant délicieux. Découverte et mise en œuvre, tout se passe en moi, comme dans un beau songe très lucide. Mais le plus beau, c'est d'entendre ainsi tout à la fois. Si vous vous rappelez certaines remarques que nous avons faites, vous comprendrez pourquoi je cite ce passage. Entendre, c'est voir. Voir, le tout d'un seul regard, et entendre ainsi tout à la fois, sont un seul et même acte. L'unité inapparente de cette saisie par le regard et par l'ouïe détermine l'essence de la pensée, laquelle nous a été confiée, à nous autres hommes, les êtres pensants. Interpréter ce message de Mozart par la seule psychologie, n'y voir qu'un document utilisable pour une analyse de la création artistique, ce serait le penser superficiellement, le comprendre de travers. Ce passage nous prouve que Mozart a été l'un de ceux qui ont le mieux entendu parmi ceux qui entendent. Il l'a été, c'est-à-dire qu'il l'est essentiellement. Il l'est donc encore. Mais qu'est-ce que l'essence, le cœur de Mozart? Angelus Silesius, que nous avons déjà écouté, peut nous le faire entendre à sa façon par le moyen d'une pensée très ancienne. Dans le Pèlerin chérubénique, cinquième livre, nous lisons Distique 366, un cœur calme en son fond, calme devant Dieu, comme celui-ci le veut. Dieu le touche volontiers, car ce cœur est son luth. Ces vers sont intitulés Le luth de Dieu, c'est Mozart. Le principe de raison peut être entendu de deux façons. D'un côté, comme principe suprême parlant de l'étant, de l'autre comme proposition concernant l'être. Entendu de la seconde manière, il nous avise d'avoir à penser la raison comme être et l'être comme raison. Dans ce cas, nous essaierons tout d'abord de penser l'être comme être, ce qui veut dire ne plus expliquer l'être par quelque chose qui est, à travers quels espaces et jusqu'à quels confins nous mène une telle entreprise. Pourra seul le montrer un essai de dire l'être comme être. Quel chemin nous conduira jusqu'à cette pensée? Nul autre que le fait d'entendre le principe de raison comme proposition concernant l'être. À vrai dire, ce n'est que par un saut que nous parviendrons au chemin d'un pareil entendre. Le sot s'élance du domaine dont il s'éloigne. Il s'éloigne et pourtant il ne laisse pas derrière lui. Du fait même qu'il quitte, le sot regagne le domaine de départ d'une nouvelle façon,
et qui n'est pas accidentel mais nécessaire. Il est essentiellement un saut regardant en arrière. Les choses d'importance que saisit ce regard en arrière, nous essaierons de les retenir dans leur unité en caractérisant le trait principal du domaine de départ. Ce domaine nous est apparu comme l'histoire de la pensée occidentale. C'est, eu égard à cette histoire, que nous avons parlé de la dispensation, Geschick, de l'être. On ne saurait aucunement affirmer que ce qu'il s'agit d'entendre dans ce principe de raison accentué de la deuxième façon, donc comme proposition concernant l'être, soit de telle nature que nous ne l'ayons pas encore, que nous ne l'ayons absolument pas dans l'oreille. Ce qu'il s'agit d'entendre, au contraire, est tel qu'il nous réclame dans notre être. Je dis bien dans notre être. Il faut comprendre que c'est l'appel seul de l'être qui installe l'homme dans son être. C'est uniquement et par la dispensation de l'être que nous sommes en destin, et comme être en destin, tenu de trouver notre destinée, c'est-à-dire qu'en même temps, nous sommes toujours aux prises avec la possibilité de la manquer. Il n'en faut pas moins qu'à toute pensée, considérée dans son rapport au pensable, demeure familière une expérience qui n'est jamais purement individuelle et qui peut se résumer ainsi. Il est assez rare que nous nous trouvions expressément appelés par ce qui nous réclame, c'est-à-dire utilise dans notre être même. En nous réclamant ainsi, l'être se dispense à nous. Il dure dans cette dispensation de telle sorte qu'en même temps, il se retire et nous dérobe son essence. Le retrait est un trait fondamental de la dispensation au sens qui est exposé. Parler de l'histoire de l'être n'a de sens que si nous pensons l'histoire, Geschichte, à partir de la dispensation, Geschick, entendu comme trait, mais non pas si, en un sens inverse, et comme on le fait d'ordinaire, nous le représentions le dessin Geschick à partir de l'histoire entendue comme devenir, déroulement continu d'événements. Mais il y a autre chose, qui n'importe pas moins que ce premier regard jeté sur l'histoire de l'être entendu comme dispensation. Il s'agit de l'être considéré au préalable que, et comment, ce que nous appelons dispensation de l'être apparaît déjà dans l'histoire de la pensée occidentale. Pour le distinguer plus clairement et pour mieux l'assimiler plus tard, nous essaierons de saisir deux indications qui nous viennent de l'histoire de la pensée occidentale. Nous empruntons la première au cours d'Aristote sur la physis. La physique d'Aristote nous montre l'origine essentielle de ce qui, pensé philosophiquement, est la métaphysique et qui le reste à travers toutes ses transformations. Au début de ses leçons sur la physique, Aristote énonce des propositions touchant l'être, de l'étant et faisant voir que l'être est physis, en grec dans le texte, à savoir ce qui de soi est manifeste. En d'autres termes, se dévoiler constitue un trait fondamental de l'être. Mais, ainsi énoncé, de but en blanc, cette affirmation demeure équivoque pour notre façon habituelle d'entendre et de parler. Que le dévoilement soit un trait fondamental de l'être, voilà qui semble dire il y a de l'être, et cet être possède en outre l'aptitude à se dévoiler. Mais cette aptitude n'est pas une pièce de l'équipement de l'être. Au contraire, le dévoilement appartient à ce que l'être a en propre. Ce qu'il a en propre, il l'a en tant qu'il se dévoile. L'être n'est pas d'abord quelque chose qui est pour soi et qui ensuite opère un dévoilement. Se dévoiler n'est pas une priorité de l'être, mais fait partie de sa priorité. Nous employons aussi le mot propriété au singulier absolu, comme on dit par exemple la cherté. La propriété désigne alors ce qu'en quoi l'être préserve son essence propre comme étant son domaine privé. Le dévoilement fait partie de la propriété de l'être, mais cette formule est encore inadéquate. En toute rigueur, il faudrait dire l'être fait partie de la propriété du dévoilement. C'est à partir du dévoilement, et comme tel que le sens du mot être se dit à nous. Nous ne pouvons nous-mêmes décider de la volonté de ce sens, ni décréter à son sujet.
Il demeure en retrait et en réserve au sein de l'invitation qui nous parle dans les paroles essentielles de la pensée grecque. Nous ne pourrons jamais scientifiquement prouver, ni même songer à prouver, le sens de cette invitation. Nous pouvons ou non l'entendre. Nous pouvons préparer cet entendre ou ne pas le préparer. Aristote dit: l'être est ce qui est en soi le plus manifeste. Mais ce qui est en soi le plus manifeste est en même temps le moins manifeste pour nous, c'est-à-dire du point de vue de la nature et de la direction de notre connaissance habituelle. Ce que nous regardons comme le plus manifeste, c'est l'étant à chaque moment perçu. Si donc l'être, qui de soi est la chose la plus manifeste, est pour nous la chose la moins manifeste, et ceci au bénéfice de l'étang, on pourrait estimer que cet état de choses ne dépend que de nous autres hommes. Que l'être soit moins manifeste, voilà, conclut-on, qui s'inscrit à notre débit, au débit de l'homme. Mais cette remarque, en apparence exacte, dénote une pensée trop courte. Que veut dire ici au débit de l'homme, quand l'essence de l'homme réside en ceci, qu'elle est réclamée par l'être? Que les temps chaque fois rencontrés soient pour nous la plus manifeste et l'être moins manifeste. Cette inégalité ne peut tenir qu'à l'essence de l'être, non pas à nous, si à nous veut dire que nous sommes, pour nous, placés pour ainsi dire dans ce vide que crée l'absence de toute relation. Pourtant, hors de l'appel de l'être, nous ne sommes jamais cela même que nous sommes. Si donc pour l'être est toujours moins manifeste que les temps, il ne faut pas en chercher la cause dans quelque propriété de l'homme entendue au sens de l'anthropologie. Cette situation est au contraire en rapport avec l'essence de l'être, qui en tant que dévoilement se dévoile de telle sorte que son dévoilement est inséparable d'un voilement, c'est-à-dire d'un retrait. Tel est le sens d'une parole d'Héraclite cassée comme un fragment 123. Physis crypte te phile, en grec dans le texte. Un voilement fait partie intégrante du voilement. En tant que dispensation et lumière, l'être est en même temps retrait. Le retrait fait partie de la dispensation de l'être. Une deuxième référence à l'histoire de la pensée occidentale nous fera mieux voir comment dans l'histoire de cette pensée, la dispensation de l'être domine comme retrait. Mais le sens du mot retrait ne saurait être placé trop souvent sous notre regard intérieur. Si le voilement n'est pas une modalité venant s'ajouter à un être qui lui préexisterait, de quelque manière on en peut dire autant du retrait de l'acte par lequel l'être se retire. Y voir une modalité de l'être voudrait dire que par le retrait, l'être demeure purement et simplement absent. Alors par suite du retrait ainsi compris, il n'y aurait pas d'être. Le retrait serait comparable à l'opération par laquelle on sépare, par exemple du vin son acide, afin qu'il n'en contienne plus. Mais l'être n'est pas une chose que n'importe qui puisse nous enlever et faire disparaître. Au contraire, le reste est la façon dont l'être déploie son essence, c'est-à-dire se dispense comme présence et proximité. Le retrait n'écarte pas l'être, mais pour autant que se retirer, c'est se soustraire à la vue. Le retrait fait partie de la propriété de l'être. L'être qui se dévoile préserve ce qu'il a en propre, en tant qu'il se soustrait alors qu'il est dévoilement de soi. Le voilement, le retrait, est une manière dont l'être dure, verharst, comme maître dont il se dépense, c'est-à-dire se donne, sich gerhardt, en allemand dans le texte. Afin d'apercevoir plus nettement, comme dispensation de l'être de l'étang, nous allons considérer dans l'histoire de la pensée occidentale le rapport de Leibniz et de Kant. Nos remarques se tiendront forcément dans la perspective limitée qui s'est ouverte à nous au cours de ces conférences. Leibniz a dégagé et posé le principe de raison comme principe suprême.
réveillant et rassemblant d'une façon nouvelle la tradition de la pensée occidentale, Leibniz ouvre la voie à l'appel du principe de raison entendu comme principe suprême, afin que devienne opérante la puissance qui se cache dans cet appel. Mais qu'y a-t-il de puissant dans l'appel de la raison, si le principe de raison est une proposition touchant l'être et suivant laquelle être et raison sont même chose? Ce qui domine dans la puissance de cet appel, c'est l'être en tant que dispensation. Et, s'il domine comme dispensation, c'est alors dans le monde du retrait. Il s'agit maintenant d'obtenir, si possible, un regard sur cette époque de dispensation de l'être qui est déterminante pour l'essence des temps modernes. À en juger d'après le recul du temps, tel que l'histoire le calcule, la pensée de Leibniz et de Kant nous est beaucoup plus proche que celle des Grecs. Et pourtant, la pensée moderne, dans ses traits fondamentaux, nous est beaucoup plus difficilement accessible, car les œuvres et les autres écrits des penseurs modernes sont construits différemment, plus complexes, pénétrés de traditions et partout engagés dans des débats touchant le christianisme. Vu ces implications, les remarques suivantes sur Kant ne pourront jamais apporter qu'un rayon de lumière faible et isolé. Leur seule ambition est de nous aider à pressentir l'influence souveraine exercée par la dispensation de l'être sur la pensée moderne. Nous attacherons aux idées directrices suivantes. Plus grande est l'œuvre du penseur, ce qui se mesure aucunement à l'étendue et au nombre de ses écrits, et d'autant plus riche est l'impensé qu'elle renferme, c'est-à-dire ce qui, pour la première fois, et grâce à elle, monte à la surface comme n'ayant pas encore été pensé. À vrai dire, cet impensé ne concerne pas quelque chose qu'un penseur n'aurait pas vu ou dont il n'aurait pas pu venir à bout, et qu'après lui d'autres penseurs plus capables devraient tirer au jour. L'idée courante que toute raison et que tout effet a une cause a été formulée par Leibniz comme principium randandae rationis sufficiensis, comme principe de la raison suffisante qui doit être fournie. Mais la raison suffisante, au sens de Leibniz, n'est aucunement cette raison qui suffit tout juste à soutenir quelque chose dans l'être, afin qu'il ne tombe pas aussitôt dans le néant. La raison suffisante est celle qui apporte la présente à l'étant, ce qui permet d'atteindre la plénitude de son être, c'est-à-dire à la perfectio. C'est pourquoi la raison suffisante s'appelle aussi chez Leibniz la summa ratio, le Grund suprême. Bornons-nous ici à observer que pour Leibniz, la raison suffisante est toujours la raison qui va plus loin et qui, de cette manière, anticipe tout. C'est seulement par la formulation rigoureuse du principe de raison comme principium randandae rationis sufficiensis que la pensée moderne a trouvé le chemin de sa profondeur. Dans l'histoire de cette pensée, l'œuvre de Kant s'élève d'une hauteur singulière. Les titres de ces trois œuvres maîtresses commencent tous trois par le mot critique. Critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique du jugement. Le jugement est la faculté de juger. La raison pure, c'est-à-dire non déterminée par la sensibilité, aussi bien la raison théorique que la raison pratique, est un pouvoir de juger suivant des principes a priori. C'est pourquoi une critique du jugement fait partie intégrante d'une critique complète de la raison pure, théorique et pratique. La troisième critique, elle aussi, a la raison comme thème propre. Or, raison, Vernunft se dit en latin ratio. Nous allons voir bientôt comment le mot latin ratio, compte et raison, en est arrivé à signifier Grund, fond, raison. Stat vom Grund, principium rationis. La pensée de Kant est une critique de la raison pure. Selon Kant, la raison est la faculté des principes, c'est-à-dire des propositions de fond, de la faculté qui fonde. Ces points sont une fois rappelés
il saute aussitôt aux yeux que la pensée de Kant est d'une façon frappante dominée par le principe de raison. Telle est précisément la cause pour laquelle Kant ne parle que rarement de ce principe. Dans le titre Critique de la raison pure, critique ne veut jamais dire censure, ni même un examen et vérification. On ne peut non plus affirmer que la critique se contente de poser des bornes à la raison. Elle ramène au contraire la raison dans ses limites. Bornes et limites, Schranke und Grenze, ne sont pas équivalents. On pense généralement que la limite est un endroit où quelque chose cesse. Mais pour les Grecs, la limite avait nettement le caractère d'un rassemblement, non celui d'une séparation. La limite était ce à partir de quoi, ce en quoi une chose commence, éclot, comme ce qu'elle est. Celui à qui ce sens du mot limite demeure étranger ne pourra jamais voir dans leur présence un temple grec, une statue grecque, un vase grec. Dans la façon dont Kant emploie le mot critique, on perçoit encore un écho du verbe reinin, en grec dans le texte, distinguer, mais au sens de relever, faire ressortir le point important. La limite ne tient pas à la distance, elle fait ressortir la figure, qu'elle place dans la lumière de la présence, et elle soutient cette présence. Kant n'interrogeait pas ce sens élevé du mot critique. Ces trois critiques visent ce qu'il nomme les conditions de possibilité a priori. Conditions de possibilité a priori, tel est le leitmotiv qui revient dans toute l'œuvre de Kant. La locution a priori, à partir de ce qui est antérieur, est un écho tardif à ce qu'Aristote appelle proterontéphesi, en grec dans le texte, antérieur quant au dévoilement, parce que précédant toute chose, comme étant en soi plus manifeste qu'elle. C'est en ce sens que les conditions de possibilité sont pour Kant a priori. Possibilité équivaut ici à rendre possible. À quoi se rapportent les conditions qui rendent possible a priori? Précisément à ce à quoi se rapportait déjà pour Aristote le proteron tephesi, à savoir à ta saphestera imas, en grec dans le texte, à ce qui quant à nous et pour nous est immédiatement manifeste, comparé à la phéis, en grec dans le texte, à l'être. C'est l'étant sous la dénomination de conditions de possibilité a priori. Kant examine comme est rendu possible ce à partir de quoi l'étant, pour nous, se détermine comme tel dans son ensemble. À partir de quel lieu se détermine-t-il? Évidemment, à partir des domaines de l'étang dans lesquels, comme homme, nous nous trouvons placés. L'homme est l'animal rationnel. En tant qu'être naturel, il appartient au domaine de la nature, en tant qu'être raisonnable, au domaine de la raison, c'est-à-dire de la volonté et, partant, de la liberté. Il faut donc que la critique de la raison pure précise ce qu'est la raison dans son rapport à la nature et dans son rapport à la volonté, c'est-à-dire à la causalité de la volonté, c'est-à-dire à la liberté. La question de la critique est celle des conditions de possibilité a priori de la nature et de la liberté. Ces conditions nous fournissent chaque fois la raison Grund, qui détermine dans leur être la nature et la liberté, et qui ainsi nous les montre et présente dans la totalité de leur détermination. Derrière la formule condition de possibilité a priori se cache l'indication de la raison suffisante qui, en tant que ratio, est la raison pure. D'après Kant, c'est seulement reconduite et rapportée à la raison ratio qu'une chose peut être déterminée touchant ce qu'elle est et touchant la façon dont elle est un étant pour l'être vivant raisonnable, pour l'homme. Mais ceci ne veut pas dire seulement que pour la pensée moderne, l'étant n'est jamais, si ce n'est comme objet, et que l'objet est toujours objet pour un sujet. Il devient maintenant plus clair que ce sujet, c'est-à-dire la raison, la ratio,
c'est-à-dire le rassemblement des conditions de possibilités a priori valables pour la nature et la liberté, que ce sujet, la raison, n'est un tel rassemblement que pour autant qu'il est l'indication de la raison suffisante. Sous une forme grandement modifiée, nous apparaît maintenant ce que disait une sentence remontée à la pensée grecque la plus ancienne. Le même, en vérité, est percevoir aussi bien qu'être. Cela veut dire, en langage moderne, percevoir, raison et être se tiennent, et de telle manière que désormais la raison pure, la ratio, n'est autre chose que le fait de poser, c'est-à-dire de livrer la raison suffisante de toute chose quant à la façon dont celle-ci peut apparaître comme étant, c'est-à-dire être représentée et commise, traitée et négociée. Rien ne s'oppose à ce que nous nous contentions d'expliquer ce titre critique de la raison pure comme un titre historiquement donné qui est celui de la première grande œuvre de Kant. Mais nous pouvons aussi nous demander dans quelle mesure et en quel sens la pensée de Kant se trouve placée tout entière sous ce titre comme sous un appel. La raison pure, théorique et pratique apparaît alors comme ratio pura, pour autant qu'elle est pose du fond, c'est-à-dire pour autant qu'elle est le fond de toute fondation, qu'elle est ce qui détermine, dans l'unité de toutes les conditions de possibilité de l'étang. La critique de la raison pure donne une formule définie au fond de toute fondation. Devenue, du fait de Kant, une critique de la raison pure, la pensée répond à l'appel du principium rationis sufficiensis. Par une telle réponse, la pensée de Kant fait apparaître cet appel dans toute son ampleur. Et cela de telle sorte que la ratio, qui est raison ou fond, ne l'est cependant que comme ratio au sens de raison, faculté des principes. Ces références à ce qui se cache derrière le titre de la critique de la raison pure n'en demeurent pas moins tout à fait insuffisantes. Nous ne pénétrons pas dans les trois critiques kantiennes prises comme un tout, de façon à pouvoir recréer ce tout, le rendre visible et présent devant nous. Vues du dehors, ces trois œuvres se dressent les unes près des autres, comme trois blocs géants et séparés. Sans doute Kant lui-même a toujours essayé à nouveau de faire ressortir, par une architectonique plus extérieure, l'unité interne que certainement il apercevait. Mais Kant en savait plus qu'il n'a réussi à dire par cette architectonique de ses œuvres. Un obstacle cependant est toujours là. Et c'est lui surtout qui nous empêche de voir l'être de ce qui, dans l'histoire de la pensée occidentale, se dispense à nous sous le titre de critique de la raison pure. Cet obstacle est l'insuffisance de notre méditation touchant le fait que les horizons essentiels des interrogations kantiennes n'ont pu s'ouvrir qu'à la lumière de la formulation rigoureuse et complète donnée par Leibniz au principe de raison. D'un autre côté, le trait le plus intérieur de la pensée de Leibniz a été, par la philosophie de Kant, plus exactement par la nature de son influence, rejeté dans cette ombre où la pensée de Leibniz se trouve encore aujourd'hui. Ajoutons pour terminer que Kant lui-même a toujours témoigné la plus haute estime pour les écrits alors connus de M. Leibniz.